Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce que sont les apports en matière d'occupation domaniale des deux arrêts du 2 décembre 2022, avec une conséquence très claire, l'arrêt Jean Bouin de 2010 est mort et enterré. Et les principes de concurrence et de publicité peuvent reprendre leur ascension. Ascension qui a été déjà marquée par une première borne importante avec l'arrêt EDA de 1999. Il y a donc 23 ans, le juge imposait déjà des règles minimales de transparence et de concurrence pour les occupations domaniales. En l'occurrence, concurrence et transparence tendant à ce qu'on devait, côté public, éviter que ne se constituent des pratiques anticoncurrentielles, monopole, cartel, prix prédateur. Très bien, avec quelques jurisprudences ensuite. Révolution qui avait déjà un peu commencé avec la décision Millon-Marais et Marais de 97. C'était un revirement de jurisprudence, par rapport notamment à une décision importante de 1944. Très vite, on a vu qu'il n'est pas jusqu'au pouvoir de police qui ne doivent prendre en compte quelques éléments en ce domaine, notamment 2000 et 2009. Et plus on va se rapprocher de la commande publique, plus ces principes seront importants, au point que leur valeur sera reconnue comme constitutionnelle en 2003. Et donc, avec les décisions de Caux, Aix-en-Provence, Port autonome de Marseille, surtout les décisions de 2005 et 2009, l'occupation domaniale doit bien respecter les règles de concurrence et publicité des marchés publics ou des DSP si en réalité elles sont un des éléments dans ce qui est en réalité un marché public ou une DSP. Ça a été clairement posé par ces décisions, mais en fait ça s'appliquait déjà antérieurement. Ces principes ensuite pour l'occupation domaniale ont été fixés par l'article 12 de la directive 2006-123, surtout tel qu'interprété 10 ans après par la fameuse arrêt de la CJUE Promo Impresa, qui nous dit que par exemple je ne peux pas avoir des renouvellements automatiques de concessions d'occupation domaniale s'il y a des activités par exemple touristico-récréatives ayant un intérêt transfrontalier certain. Transfrontalier pas au sens de la coopération transfrontalière, mais au sens du rayonnement. Donc, principe de mise en concurrence, même au besoin assez light, et ça a conduit à cette mise en concurrence quand j'ai une activité économique, une exploitation économique de mon domaine, alors j'aurai bien des règles de concurrence et publicité ad hoc. C'est l'actuel article L212211 du CG3P qui vient d'une ordonnance de 2017. Oui, alors, mais dans toute cette montée des règles de concurrence et publicité, y compris donc, vous voyez, pour certains cas d'occupation domaniale, le juge a mis un coup d'arrêt en 2010, le juge français, en disant, dans l'affaire justement du stade Jean Bouin, oh non, 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 ce contrat qui ressemble peut-être un peu à une DSP, je dis que c'est pas une DSP, grand 1, et grand 2, même si je donne des instructions très claires sur comment les choses doivent être organisées, non, ça n'est que l'occupation de mon domaine, et même si c'est une exploitation qui ressemble un petit peu à de l'économie, non, je dis que c'est une occupation domaniale sans mise en concurrence. Voilà, boum. Ce n'était pas une décision en 2010 très dans le sens de ce qui était le sens de l'histoire, et le fait que cette décision Jean Bouin est aujourd'hui remise au rang des arrêts poubelles de l'histoire, c'est la fin d'un incident, en fait. Dans cette affaire, je l'ai dit, je vous mets ici un peu plus de détails. On avait un contrat qui, quand on prenait ce qui était dit à côté également du contrat, dans les phases processuelles en la matière, ça ressemblait vraiment à une DSP. Et on avait bien une obligation de règles de concurrence et de publicité, nous dit la Cour administrative d'appel de Paris, ce qui a été censuré ensuite par un arrêt important du 3 décembre 2010, Ville de Paris, mais toujours l'affaire Jean Bouin, contre Paris Tennis, qui nous disent non, je ne vais pas prendre en compte les éléments qui étaient extérieurs au contrat lui-même pour le requalifier en DSP, d'une part. Je vais dire que tout ce qui était organisation du service, non, ce n'est que l'organisation des éléments de base de gestion de mon domaine. Évidemment, ça, c'est une appréciation au cas par cas. Enfin, c'était relativement discutable en l'espèce. Et donc, ça ne traduisait pas en l'espèce une organisation d'un service public, une dévolution de sa gestion à une structure associative. Et les apports principaux de cette décision Jean Bouin de 2010, qui sont donc aujourd'hui de l'histoire du droit, c'est 1. Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité ne s'applique pas, ne va pas jusqu'à organiser une procédure de possibilité préalable à la délivrance d'une autorisation d'occupation domaniale, même si l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel. Vous voyez que c'est complètement contraire à Promo Impresa. Oui, mais souvenons-nous que c'était 6 ans avant la décision Promo Impresa.
Et sur ce point, le Conseil d'État, déjà, avait estimé qu'il n'avait pas besoin de poser la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Gageons que le juge français savait très bien qu'il se serait fait tacler s'il avait posé la question à la CJUE. Il y a des questions qu'il est préférable de ne pas poser quand on ne veut pas entendre la réponse. 2. Rien en droit n'impose, du coup, quand on est en simple occupation domaniale, même pour un opérateur économique, nous dit-on en 2010, encore une fois, c'est pas du tout l'état de droit 12 ans après. Eh bien, dans ces cas-là, même si c'est un opérateur sur un marché concurrentiel, je n'ai pas à le mettre en concurrence pour mon occupation domaniale. Et de ce point de vue-là, le Conseil d'État prenait déjà en 2010 du champ par rapport à sa décision de base après de 2007. Il est revenu dans son épure classique ensuite. Apport 3. Si j'avais décidé de respecter des règles de concurrence et publicité, je m'y serais tenu, bien évidemment. L'administration doit se tenir à ce qu'ont été ses engagements ou les contraintes qu'elle s'inflige à elle-même. Mais puis si elle ne l'a pas fait, pas de problème. Et dernière chose, on ne va pas, dans la qualification du contrat, prendre des éléments extérieurs au contrat. Là aussi, position qui, même en 2010, était en retrait, en deçà de ce qui était la jurisprudence usuelle en ce domaine et ce qui était la jurisprudence ensuite. Il se trouve qu'en l'espèce, dans cette décision Jeanboin de 2010, une qualification, notamment en DSP, eût conduit à des conséquences pénales lourdes en matière de favoritisme, mais également de prise illégale d'intérêt, avec le même requérant, Paris Tennis. Mais bon, sans doute le Conseil d'État ne l'a-t-il pas pris en compte, il n'allait pas s'abaisser à ça, bien sûr. Toujours est-il que sur la qualification de service public et la prise en compte des éléments autres que ce qu'il y a de pile dans le contrat, voici ici quelques jurisprudences qui prouvent que le Conseil d'État est revenu à son exigence usuelle en la matière depuis. Reste que cette jurisprudence Jeanboin de 2010, 12 années durant, aura été assez désolante puisque conduisant à des passations de baux dans des conditions parfois discutables et avec des DSP parfois déguisés. Les amateurs de contrats passés en catimini ont pu dire merci à cette jurisprudence, mais c'est aujourd'hui, là encore une fois, de l'histoire du droit. Puisque 12 ans après la décision Jeanboin de 2010, le Conseil d'État s'amende, il revient au principe de l'application des règles de concurrence, même pour certains contrats d'occupation domaniale qui pourtant sont hors marché public, hors DSP, hors exploitation économique. Et même là, nous allons voir que le Conseil d'État est peut-être toujours en réalité en deçà des exigences du droit européen, comme souvent. Donc, par ces deux décisions du 2 décembre, le Conseil d'État fait la première application officielle claire de la décision Promo Impresa, ce qui a conduit à des réflexions intéressantes et à des conclusions de rapporteurs publics d'ailleurs tout à fait intéressantes. Ces règles de concurrence imposées par cette jurisprudence se trouvent limitées par le Conseil d'État au seul domaine public, nous allons le voir, et encore dans certains cas seulement. Dans ces intéressantes conclusions, la rapporteure publique, Madame Raquin, sur les deux décisions du 2 décembre 2022, dit la rapporteure publique de 2010 justifiait sa réticence à dégager un principe de transparence par le fait même que le juge européen ne connaît pas bien la frontière domaine public et domaine privé, et si ça se trouve, on va aller sinon jusqu'au domaine privé, voire même jusqu'aux octrois de subventions, et on va peut-être pas mettre des principes de mise en concurrence, même pour de l'occupation domaniale du domaine privé, ou pour de l'octroi de subventions, pour lesquels le juge quand même exige des principes d'égalité de traitement, etc. Quand même, Bon. Dans l'état du droit de l'époque, ça pouvait se comprendre, sauf que nous savons, nous, qui ne sommes plus en 2010, qu'en 2016, dans l'arrêt Promo Impresa, le juge européen, justement, a bien fait une référence explicite à la notion de domaine public, d'une part. Et d'autre part, que, justement, la position de 2010 du Conseil d'État ne pouvait plus être tenue dès lors qu'on avait la décision Promo Impresa. Alors, ça devenait vraiment trop contraire au droit européen pour pouvoir être soutenu, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Du coup, le Conseil d'État a dû faire un aggiornamento qu'il avait déjà commencé par une décision, déjà Paris Tennis, de 2020, dont voici ici les références. Dans ces affaires concernées, notamment celle des tennis du Sénat, ceci dit, le Conseil d'État a maintenu sa position consistant à ne pas voir une DSP, même dans une occupation domaniale où il y a des vrais morceaux d'exigences publiques dedans, qui ressemblent un peu à des exigences de service public. Il a admis que le Sénat pilote l'exécution du contrat par des recommandations contraignantes. La notion de recommandation contraignante étant aux frontières de l'oxymore tout de même, pour cette activité donc tennistique du Jardin de Luxembourg. Ok, soit. Mais en aval de cette étape du raisonnement, pour la première fois, force fut donc au Conseil d'État d'appliquer la grille, le mode d'emploi de Promo Impresa, et ce fut fait de manière intéressante.
Ce que proposait la rapporteure publique dans cette affaire donc de 2022, Mme Raquin, c'était une hypothèse comme quoi, selon laquelle on ne reprendrait pas la frontière entre domaine public et privé, mais est-ce que j'ai une prérogative de puissance publique ou des clauses exorbitantes du droit commun qui exprimeraient de telles prérogatives? Ce qui était une démarche intéressante et sans doute plus défendable au regard du droit européen, avec quelques jurisprudences, d'ailleurs commentées sur notre blog à l'époque, de 2017 et de juillet 2022, qui allaient dans ce même sens. Le Conseil d'État a finalement, dans ses deux décisions du 2 décembre 2022, opté pour une distinction plus simple, mais peut-être bien plus éloignée quand même du droit européen. Il a dit l'obligation de publicité de mise en concurrence préalable à l'autorisation d'une activité de service, article 12 de la directive service donc, est exclue pour tout bail sur le bien de domaine privé. Niet out. Diable. Donc, pour ce qui est, en l'espèce des baux amphithéotiques sur le prestigieux hôtel du Palais à Biarritz, eh bien, pas de problème à avoir une amphithéose, des renouvellements automatiques, pas de mise en concurrence, tout va bien. Je vois ici quelques détails. Diable. Exit les sous-critères plus subtils que proposait le rapport public, et exit aussi les exigences de droit européen de concurrence et publicité, tant que le contrat est de droit privé, nous dit le juge français, Conseil d'État. Cette position de la Haute Assemblée est en fait quand même un petit peu téméraire vis-à-vis du droit européen, si on a notamment des clauses liées au droit public, des clauses environnementales par exemple, ou des choses comme ceci. Le sort d'un contentieux qui irait jusqu'au juge européen pourrait être quand même un peu incertain dans certains cas, même d'occupation du domaine privé, me semble-t-il. Soyons prudents. Quittons Biarritz maintenant pour revenir au palais et au jardin du Luxembourg avec le Sénat et ses cours de tennis. Le Sénat avait conclu avec la Ligue de Paris de tennis un contrat, avec donc une occupation de 6 cours de tennis, des locaux d'accueil, etc. Ok. Cette convention, le Conseil d'État nous dit, ok, c'est bien une activité de service, ce n'est pas un service d'intérêt général non économique. En fait, il y a bien une activité économique et un acteur sur un secteur tout à fait concurrentiel en réalité. Donc là, impossible de dire que ce n'est pas une activité économique. Autre évidence, on a bien un rôle de contrôle et de réglementation, donc une autre condition de l'article 12 du droit européen qu'on a cité tout à l'heure s'applique. Très bien. Ensuite, on nous dit que c'est en nombre limité, on a une difficulté à accéder, une faible disponibilité, nous dit le juge, des installations comparables à Paris, en particulier au centre de la ville, avec une notoriété particulière qui font que tout ceci est faiblement substituable pour un prestataire offrant un service de location de cours de tennis et d'enseignement de ce sport dans la région parisienne. Certes. Ce raisonnement assez imparable est conforme à l'arrêt Promo Impresa, là, c'est peu discutable. On retrouve les mêmes éléments. On notera quand même que sur la zone de chalandise, le Conseil d'État nous dit, c'est en raison des difficultés propres sur le territoire de la ville de Paris, accéder à un tennis, notamment le centre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on entre dans une logique d'éventuelle pluralité de cercles concentriques pour apprécier la zone de chalandise et l'existence ou pas d'une concurrence? Ça se discute, mais cette décision pourrait être interprétée comme ouvrant la porte à de tels raisonnements pour apprécier la substituabilité, la concurrence, la pression concurrentielle. Donc, la Ligue de Paris de tennis disait « Ah oui, mais moi je suis délégataire de la Fédération française de tennis. Oui, enfin ça ne lui donne aucun droit à avoir un monopole ou un passe-droit dans les règles de concurrence qui du coup s'imposent. Ça, c'était facile à évacuer. Et donc la Haute Assemblée nous dit du coup il devait y avoir une procédure de sélection préalable avec des garanties d'impartialité et de transparence. Donc une mise en concurrence light, mais une mise en concurrence tout de même. Donc le Palais Royal impose un peu de droit au Palais du Luxembourg. Et la question se pose de savoir si ces contraintes, ces limitations posées à l'application en France des solutions de l'arrêt Promo Impresa sont conformes au droit européen. Il semblerait que le juge français, c'est en tout cas mon interprétation, est quand même plus strict. En excluant d'un trait de plume tout ce qui est beau de droit privé, il me semble que l'on a une interprétation qui s'appuie sur la distinction de droit public domaine privé faite par Promo Impresa, mais qui est une interprétation hardie de la part du Conseil d'État. S'il y a des vraies clauses relevant d'objectifs publics dans un bail d'occupation privée, je vous conseille de faire quand même une mise en concurrence light, ne serait-ce que pour éviter de se faire accuser de favoritisme ou de copinage au sens courant de ces expressions.
Et deuxième chose, il y a donc un critère un peu malaisé, mais qui est commode, parce que ça permet une appréciation casuistique, une interprétation cas par cas, de faible disponibilité. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai une pression concurrentielle au point qu'il y a une faible disponibilité du domaine public, et ben alors à ce moment-là, mise en concurrence avec une mise en concurrence relativement light. Bon, on est donc sur une interprétation relativement osée de la part du juge français, limitative, mais qui se rapproche beaucoup plus du droit européen que ce qui était son interprétation précédente. On n'est pas certain que ça viole le droit européen, mais bon. Alors évidemment, on aurait pu se dire, le juge français aurait dû poser une question préjudicielle pour demander son avis à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais dire ça serait oublier à quel point le Conseil d'État y est rétif. Il y a eu de nombreuses passes d'armes ces temps-ci pour le rappeler. Donc c'est un nouvel épisode de relations relativement ombrageuses, mais qu'il est de bon ton de présenter comme apaisées, ce qu'elles ne sont qu'à peine. À noter aussi que cette extension du domaine de la concurrence de certains baux se fait sur un fond qui est une nouvelle décision qui confirme que les assemblées parlementaires, pour leurs commandes publiques, mais aussi leurs occupations domaniales, sont bien assujetties à des règles qui sont celles des autres administrations, sous un contrôle qui est celui des autres administrations, à savoir celui du Conseil d'État. On avait donc toutes ces décisions Paris-Tennis de décembre 2022, qui rappellent celles de 2020 que j'ai citées tout à l'heure, mais qui reprennent aussi un arrêt de principe en la matière d'assemblée, excusez du peu, du 5 mars 1999. Donc, on aboutit du coup à, d'un point de vue opérationnel, la grille que voici. J'ai une occupation de mes biens. Ok. Est-ce que ça donne lieu à, en réalité, l'exercice d'un marché public ou d'une DSP? Ce qui veut dire, confère l'arrêt EDA de 99, que c'est bien un service pour moi ou mes usagers. Si la réponse à ceci est oui, c'est ce qui ici apparaît en haut en orange, dans ce cas-là, je vais appliquer le droit de concurrence et de publicité de mes marchés publics ou autres concessions. Logique. Deuxième hypothèse, non, c'est pas un marché public, c'est pas une concession, ni de service public, ni de travaux autres. D'accord, ni de service. D'accord, mais est-ce qu'on est sur le domaine public? Si on n'est pas sur le domaine public, alors, arrêt Biarritz, Hôtel du Palais, eh bien, dans ce cas-là, le droit français ne nous impose pas de mise en concurrence. Je fais ce que je veux, sous réserve de respecter les principes, quand même, d'égalité de traitement et autres, qu'il faut quand même avoir à l'esprit, parce qu'ils s'appliquent à toute action administrative. Et là, il faut savoir que dans certains cas, ça risque d'être une interprétation imprudente au regard du droit européen, à regarder donc au cas par cas avec votre avocat préféré. Deuxième hypothèse à cette question, est-ce qu'on est sur le domaine public? La réponse est oui. Et là, s'ouvre une nouvelle alternative. Est-ce que j'ai une exploitation expressément économique? Là aussi, problème définitoire parfois. Si la réponse est oui, ça on le sait depuis 2017, en fait on le savait déjà un peu avant, mais depuis 2017 en droit français, oui, j'ai une règle de mise en concurrence et de publicité assez light, mais qui existe quand même, qui est prévue par le CG3P. Et si la réponse est non à cette question, je suis bien sur le domaine public, ça n'est pas un marché public, ce n'est pas une DSP, je n'ai pas à proprement parler une exploitation économique, je peux avoir un opérateur sur un secteur concurrentiel, mais pas à proprement parler une exploitation économique de mon domaine, ce n'est pas un restaurant par exemple, un restaurant sur le domaine public, sur un jardin, alors j'ai une mise en concurrence assez légère, prévue par cette nouvelle décision Paris-Tennis contre Sénat, mais seulement si ce domaine donne lieu à une certaine pression au point qu'il y a une relativement faible disponibilité pour y accéder, avec une prise en compte d'une zone de chalandise qui peut être éventuellement à plusieurs cercles concentriques, mais ce point n'est pas encore totalement stabilisé. Et là, donc, décision du 2 décembre 2022. Voilà. Cette vidéo était un petit peu longue, mais le sujet est passionnant et je voulais essayer d'en voir avec vous les différentes étapes conduisant la situation que l'on a aujourd'hui, qui est un peu moins confuse que ce qui ressortait de la décision Jean-Bouin, mais avec des frontières entre les différentes branches que vous voyez là à l'écran, qui demeurent encore parfois sujets à quelques interrogations. Deux décisions du 2 décembre 2022, dont revoici de nouveau les références à l'écran, et puis à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.